Mesdames, messieurs, bonsoir. Il est des crimes qui font grand bruit, qui tachent le pavé de sang et font la une des journaux à sensation. Et puis, il est des crimes feutrés, des crimes qui se commettent en silence derrière les lourdes portes cochères en chêne massif des beaux quartiers parisiens. Des crimes qui ont l'odeur de l'encaustique, le goût de la poussière de plâtre et la couleur grise de la cupidité. L'histoire que je vais vous raconter ce soir ne se déroule pas dans une ruelle sombre, mais au cœur même de la ville lumière, dans le prestigieux quartier du Marais. C'est l'histoire d'une folie immobilière. C'est l'histoire d'un fils qui a transformé le foyer de son enfance en une prison dorée, et sa propre mère en un fantôme encombrant. Une histoire qui nous rappelle que parfois les murs ont des oreilles, mais qu'ils cachent surtout des larmes. Tout commence par une scène d'une banalité affligeante, une scène que beaucoup d'entre vous ont peut-être déjà vécue, une assemblée générale de copropriété. Nous sommes un mardi soir de novembre, il pleut sur Paris, et dans le hall d'un immeuble du XVIIe siècle, rue des Francs-Bourgeois, l'atmosphère est électrique. Les copropriétaires sont réunis assis sur des chaises pliantes inconfortables, les visages fermés. Il y a là le colonel à la retraite du premier étage, madame le professeur de piano du deuxième, et monsieur le syndic, un homme chauve et transpirant qui tente de maintenir l'ordre. L'ordre du jour est chargé, mais un point cristallise toutes les tensions, les nuisances sonores et les allées et venues suspectes au troisième étage. « Monsieur Julien !» tonne le colonel. En ajustant ses lunettes, cela ne peut plus durer. La semaine dernière, encore à 3 heures du matin, des valises à roulettes dans l'escalier. Des gens qui parlaient anglais en riant aux éclats. Nous ne sommes pas dans un hall de gare. Nous sommes dans une résidence historique. Nous soupçonnons une activité de location saisonnière, illégale, type Airbnb. C'est interdit par notre règlement. Tous les regards se tournent alors vers Julien. Julien a 40 ans, il est beau garçon bronzé toute l'année, vêtu d'un costume italien coupé sur mesure et porte au poignet une montre qui vaut le prix d'une petite voiture. Julien est agent immobilier. Il est l'archétype de la réussite, ou du moins de ce qu'il croit être la réussite. D'un geste nonchalant, presque méprisant, Julien balaie les accusations. Sa voix est posée, charmeuse, rassurante. « Voyons, mon colonel, vous faites erreur. C'est l'appartement de ma mère, vous le savez bien. Maman reçoit simplement de la famille, éloignée des cousins d'Amérique. Elle est âgée, elle a besoin de compagnie. Quant aux valises, peut-être sont-ils arrivés tard de l'aéroport. Je veillerai à ce qu'ils fassent moins de bruit. Mais de là à parler de location clandestine, c'est mal me connaître, et c'est insulter la mémoire de mon père qui a acheté ce bien il y a 50 ans. Il sourit. Un sourire carnassier blanc parfait. Le syndic note les explications un peu dubitatif mais impuissant faute de preuves. L'Assemblée passe au point suivant, le ravalement de la façade sur cour. Personne, ce soir-là, n'ose imaginer la vérité. Personne ne peut concevoir ce qui se passe réellement, à quelques mètres au-dessus de leur tête. Car pendant que Julien ment avec un aplomb diabolique, sa mère Renée, 82 ans, est bien là. Elle n'est pas partie en maison de repos, elle n'est pas en vacances. Elle est là, tapie dans l'ombre, retenant son souffle terrorisé, à l'idée de faire le moindre bruit qui pourrait contrarier son fils. Elle entend les voix étouffées de la réunion qui monte par la cour intérieure, mais elle ne peut pas crier. Elle ne doit pas crier. Julien l'a prévenu, si tu ouvres la bouche, c'est la fin. Pour comprendre l'enfer de Renée, il faut remonter quelques années en arrière. Renée est une femme de l'ancien monde. Une femme élégante, cultivée, qui a acheté cet appartement de 120 mètres carrés dans les années 70, à une époque où le Marais n'était pas encore ce musée à ciel ouvert pour touristes fortunés, mais un quartier populaire vivant artisanal. Avec son défunt mari, ils y ont élevé Julien. Cet appartement, c'était sa fierté, son cocon rempli de souvenirs de meubles, Louis XV, de livres reliés cuir et de photos de famille. Mais le temps a passé. Le mari est parti emporté par un cancer. Et le quartier a changé.
Le mètre carré a flambé, atteignant des sommets vertigineux. 12 000, 14 000, parfois 16 000 euros le mètre carré. Julien lui a grandi avec cette fièvre de l'or immobilier. Il est devenu agent spécialiste de ce secteur. Il a vu ses amis s'enrichir, il a vu des investisseurs étrangers acheter des immeubles entiers. Et il a commencé à regarder l'appartement de sa mère, non plus comme un foyer, mais comme un gisement inexploité, un capital dormant. « Maman, » lui disait-il, lors des déjeuners du dimanche, « tu te rends compte? Tu vis seule dans 120 mètres carrés. C'est absurde. Les charges sont trop lourdes pour ta petite retraite. Tu gaspilles l'espace. » Renée souriait doucement, servait le café et répondait qu'elle était bien ici, chez elle. Mais Julien est un prédateur patient. Il a commencé par insinuer le doute, puis la peur. Il lui parlait de droits de succession écrasants qui l'obligeraient à vendre la maison après sa mort s'il ne prenait pas les devants. Il parlait de mise aux normes énergétiques obligatoires et coûteuses. Et un jour, il a abattu sa carte maîtresse, la dette fiscale. Un mensonge grossier mais terriblement efficace sur une personne âgée qui a toujours mis un point d'honneur à payer ses impôts au centime près. « Maman, j'ai reçu un courrier du fisc. Il y a une erreur sur tes déclarations passées. Ils réclament une somme énorme. Ils menacent de saisir l'appartement. » Renée, paniquée, le cœur battant la chamade, s'en est remise à son fils unique. Son Julien chéri qui connaissait si bien les lois et les chiffres. « Qu'est-ce qu'on peut faire ?» a-t-elle demandé, les larmes aux yeux. C'est là que le piège s'est refermé. Julien a proposé une solution miracle. Il allait s'occuper de tout. Il allait payer la dette. Mais pour cela, il fallait rentabiliser l'appartement, faire quelques travaux, réorganiser l'espace pour créer des chambres d'amis qu'il pourrait louer de temps en temps pour rembourser le fisc. Renée, soulagée et confiante, a signé les procurations. Elle a signé l'acte du diable. Les travaux ont commencé l'été suivant. Ce ne fut pas une simple rénovation, ce fut un massacre. Renée a vu les ouvriers abattre les cloisons, arracher les moulures, déposer le parquet ancien. Elle a vu son salon-théâtre de tant de réceptions joyeuses être coupé en deux par des murs de placoplâtre hâtivement montés. Elle a vu sa grande cuisine familiale disparaître. Julien, casque de chantier sur la tête, dirigeait les opérations avec une frénésie inquiétante. « C'est provisoire, maman, c'est pour te sauver », répétait-il. En réalité, Julien était en train de créer 2 studios de luxe indépendants, avec entrées séparées créées illégalement sur le palier de service. Des studios ultra-modernes, design sans âme, calibrés pour plaire à une clientèle internationale, prête à payer 250 ou 300 € la nuit pour vivre le rêve parisien. Et Renée, où allait vivre Renée dans cette nouvelle configuration? C'est ici que l'horreur atteint son paroxysme. Julien avait réservé à sa mère ce qu'il appelait cyniquement la suite privative. Cette suite n'était autre que l'ancienne arrière-cuisine, reliée à un petit débarras et à des toilettes exiguës. Une surface totale d'à peine 9 mètres carrés, enclavée entre les 2 nouveaux studios. Le pire Julien avait fait murer les fenêtres, donnant sur la cour pour installer les salles de bain des studios touristiques. Renée se retrouvait donc dans un réduit aveugle, éclairé seulement par une ampoule nue pendouillant au plafond. Un placard, un cagibi, une tombe. « Tu seras bien ici, maman, c'est cosy, c'est facile à chauffer », avait osé dire Julien en installant le vieux lit de sa mère qui occupait quasiment toute la pièce. Il avait ajouté une petite plaque chauffante, un micro-ondes et une chaise. Pas de table, pas de télévision, pas de radio. Juste le silence ou pire le bruit des autres, car l'isolation phonique était inexistante. Renée vivait désormais au rythme des inconnus qui occupaient ce qui fut jadis son salon et sa chambre. Le calvaire a duré 2 ans. 2 années interminables. Renée est devenue une ombre. Elle ne sortait plus. Julien lui avait interdit. Si les voisins te voient, ils sauront pour les travaux et le fisc reviendra nous prendre la maison. Tu dois rester invisible. La peur du gendarme, la peur de la honte, la peur de nuire à son fils,
Tout cela a cadenassé Renée plus sûrement que n'importe quelle chaîne. Elle passait ses journées assise sur son lit à regarder le mur blanc, attendant la visite de Julien qui venait 2 fois par semaine lui apporter des courses sommaires. Parfois Julien oubliait. Il était débordé, disait-il. Un week-end à Deauville, un congrès à Cannes, et Renée rationnait ses biscottes, buvait de l'eau du robinet tremblant de froid, car le chauffage électrique du réduit fonctionnait mal. Mais le plus terrible, c'était l'humiliation sociale. Julien avait donné des consignes strictes aux touristes via l'application de location. Dans le manuel de la maison, il était écrit « Ne faites pas attention à la vieille dame que vous pourriez croiser dans le couloir de service ou entendre tousser. C'est une ancienne domestique de la famille, un peu sourde et sénile, que nous logeons par charité. N'essayez pas de lui parler, elle est confuse. » Voilà ce qu'était devenue Renée, la domestique sénile de son propre fils. Elle entendait les rires des Américains, des Japonais, des Brésiliens de l'autre côté de la cloison. Elle sentait les odeurs de leurs plats, livrés par Uber Eats, alors qu'elle-même mangeait une soupe en sachet. Elle les entendait faire l'amour, se disputer vivre. Elle était le spectre du placard, la honte cachée, derrière le luxe tapageur, des annonces Airbnb Superhost de Julien. Les commentaires sur le profil de Julien étaient élogieux. Appartement magnifique, emplacement de rêve, hôte très réactif. Personne ne savait que le prix de ce rêve était le cauchemar d'une mère. Mais le destin, ou peut-être la justice divine, a parfois de l'ironie. Et c'est un incident technique, une défaillance matérielle qui va faire s'écrouler ce château de cartes bâti sur le mensonge. Nous sommes en plein mois d'août. Paris est vide de ses habitants, mais plein de touristes. Dans le studio A, celui qui correspond à l'ancienne chambre de maître loge Brad, un avocat new-yorkais venu passer une semaine en amoureux avec sa femme. Brad est un homme carré, pragmatique, qui ne supporte pas l'imprévu. Ce matin-là, alors que Brad prend sa douche, il entend un bruit suspect. Un craquement sourd suivi d'un sifflement. Et soudain, la pression chute. L'eau s'arrête. En sortant de la douche, il marche dans une flaque. L'eau ne vient pas du pommeau, elle sourd littéralement du mur. Une canalisation vétuste, malmenée par les travaux sauvages de Julien, vient de céder. L'eau s'infiltre partout, imbibe le placo, menace de tout inonder. Brad, paniqué, appelle le numéro de Julien. Répondeur. Julien est à Ibiza sur un yacht cocktail à la main. Il ne répond pas. Brad insiste. Rien. L'eau continue de monter. En bon américain procédurier, Brad ne veut pas être tenu pour responsable. Il sort sur le palier et appelle le numéro d'urgence affiché dans le hall, celui du syndic. Le syndic, exaspéré d'être dérangé un samedi matin, envoie le plombier d'astreinte de l'immeuble Monsieur Costa. Monsieur Costa est un artisan portugais, un homme du bâtiment, un vrai. Il connaît cet immeuble comme sa poche. Il arrive 1 heure plus tard avec sa caisse à outils. En entrant dans le studio design, il fronce les sourcils. Il ne reconnaît pas l'appartement qu'il a connu du temps de Monsieur Henry. « C'est quoi ces cloisons ?» grogne-t-il. Il repère la fuite. Elle se situe derrière une cloison fraîchement montée, celle qui sépare le studio du fameux débarras. « Il faut ouvrir, dit Costa. Je n'ai pas le choix. Je dois casser le placo pour accéder au tuyau. » Brad acquiesce soucieux de sauver ses vacances. D'un coup de massue précis, Costa défonce la paroi de plâtre. Un morceau de mur tombe, puis un autre. Et là, à travers la brèche béante, une odeur nauséabonde s'échappe. Une odeur de renfermé d'urine, de vieux linge. Costa approche sa lampe torche du trou. Il s'attend à voir des tuyaux, des gravats, peut-être des rats. Mais le faisceau de sa lampe éclaire tout autre chose. Il éclaire un visage. 2 yeux effarés, éblouis par la lumière soudaine qui le fixe avec terreur. « Mon Dieu !» murmure Costa se signant instinctivement. De l'autre côté du mur, assise sur un lit de camp souillé, il y a Renée. Elle tient dans ses mains une boîte de conserve ouverte. Une boîte de pâté pour chat. Julien n'est pas passé depuis 3 jours. Il n'y avait plus rien à manger.
Elle avait trouvé cette boîte oubliée dans un placard, et la faim atroce, avait eu raison de sa dignité. « Madame Renée, c'est vous ?» demande Costa, incrédule. Il la connaît depuis 20 ans. Il se souvient de la dame élégante qui lui offrait le café quand il venait purger les radiateurs. Il a devant lui une épave, une survivante des camps en plein Paris. « Chut !» supplie René en posant un doigt sur ses lèvres tremblantes. « Ne dites rien à Julien. Il va être en colère. C'est pour les impôts. Je dois rester caché. » Brad, l'Américain, regarde par-dessus l'épaule du plombier. Il ne comprend pas le français, mais il comprend l'horreur. Il voit la misère, il voit la captivité. Il sort son téléphone et au lieu de filmer pour Instagram, il compose le 112. L'arrivée des pompiers et de la police quelques minutes plus tard va provoquer un séisme dans l'immeuble et bien au-delà. Les portes s'ouvrent, les voisins sortent. Le colonel, la professeure de piano, tous sont là pétrifiés, alors que les pompiers évacuent Renée sur un brancard. Elle est déshydratée, confuse mais vivante. Quand le colonel aperçoit l'intérieur de l'appartement par la porte ouverte, quand il voit les cloisons, le réduit aveugle, la gamelle de chat, cet homme qui a fait la guerre d'Algérie a un haut le cœur. Il vomit littéralement sur le palier. La machine judiciaire se met en marche avec une violence inouïe, proportionnelle à l'abjection du crime. Julien est interpellé dès sa descente d'avion à Orly le lendemain. Il est bronzé, détendu, il porte des lunettes de soleil. Il ne comprend pas tout de suite pourquoi 4 policiers l'attendent à la passerelle. Il tente de jouer de ses relations, de son charme. « C'est un malentendu, ma mère est fragile psychologiquement, elle aime vivre dans de petits espaces. Mais les preuves sont accablantes. L'enquête révèle l'ampleur de la machination. Les comptes bancaires de René ont été siphonnés. Les loyers des Airbnb atterrissaient sur un compte offshore au nom de Julien. Les travaux ont été réalisés sans permis, au mépris de toutes les règles de sécurité et d'hygiène. Les services de la mairie de Paris s'emparent du dossier division parcellaire illégale, location de logements indignes, mise en danger de la vie d'autrui. Le fisc Levray, cette fois, s'intéresse aussi de très près aux revenus non déclarés de Julien. L'affaire fait la une. Le monstre du Marais titre les journaux. L'opinion publique est scandalisée. Comment, dans notre société moderne, hyper connectée, une vieille dame peut-elle disparaître derrière une cloison sans que personne ne s'en aperçoive? C'est le procès de l'indifférence urbaine qui s'ouvre. Le jugement tombe 6 mois plus tard. Julien est condamné à 5 ans de prison ferme, sans aménagement possible. Ses biens sont saisis. L'appartement est vendu aux enchères pour payer les amendes colossales de la ville de Paris et les dommages et intérêts dus à sa mère. Il est ruiné, banni de sa profession, marqué au fer rouge de l'infamie. Dans le box des accusés, il n'a pas exprimé de remords, juste de l'incompréhension. Pour lui, c'était du business. Il avait optimisé l'espace. Il avait perdu son âme dans les mètres carrés. Et Renée a survécu. Elle a été accueillie par sa sœur cadette dans une grande maison en Dordogne avec un jardin des fleurs et surtout de grandes fenêtres qui laissent entrer le soleil. Elle a mis du temps à réapprendre à dormir dans le noir, sans les bruits de la ville. Elle a mis du temps à ne plus cacher de la nourriture sous son oreiller. Elle ne parle jamais de Julien. Elle a effacé son nom de sa mémoire comme on efface une tache sur un mur. Parfois, elle regarde les oiseaux par la fenêtre et elle sourit. Elle a retrouvé ce qui lui avait été volé, bien plus précieux que son appartement parisien, sa liberté et sa dignité. Cette histoire nous laisse un goût amer. Elle nous force à regarder nos propres murs. Que se passe-t-il chez nos voisins? Que savons-nous vraiment de la vie des gens que nous croisons dans l'ascenseur? La cupidité est un poison lent qui peut transformer un fils aimant en geôlier impitoyable. Alors, la prochaine fois que vous entendrez des travaux interminables dans votre immeuble ou que vous verrez une valise à roulettes passer tard dans la nuit, posez-vous la question. Et peut-être soyez curieux, car parfois la curiosité ne tue pas le chat. Elle sauve des vies. C'était les mètres carrés de la honte. Prenez soin de vous et surtout prenez soin de vos aînés. À bientôt.